Afrique des libertés. Je vous salue. Excellente semaine. Nous sommes le mardi 18 juin 2024 sur la terre des hommes. Je vous salue à travers l'Afrique. Je vous salue à travers l'Europe. Je vous salue à travers l'Amérique, l'Asie et les îles des océans Atlantiques et Indiens. L'Arabie Saoudite frappe un grand coup dans l'ordre du monde. L'Arabie Saoudite met fin à l'accord pétrole-dollar et s'engage davantage dans le monde multipolaire. Quelles conséquences pour l'Afrique? Inévitablement, ces questions se posent. Je vous salue. Donnez l'émission. Nous sommes le mardi 18 juin 2024 sur la terre des hommes. Wanda Christo Medley nous accompagne dans cette semaine bénie. Je salue l'Afrique, à Pretoria, à Lusaka, à Maputo, à Luanda, à Gaborone, à Windhoek, à Lilongwe, à Harare. Je salue l'Afrique à Kinshasa, à Kigali. Je salue l'Afrique à Bujumbura. Je salue l'Afrique à Libreville, à Brazzaville, à Malabo, à Bata. Je salue l'Afrique à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Bamenda, à Bouéa, chez moi au Cameroun. Je salue l'Afrique à N'Djamena, à Bangui, à Khartoum. Je salue l'Afrique à Djibouti, aux Comores. Je salue l'Afrique à Abuja, à Lagos, à Cotonou, à Lomé, à Niamey. Je salue l'Afrique à Accra. Je salue l'Afrique à Dakar, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Korogo. Je salue l'Afrique à Bissau. Je salue l'Afrique à Agadez. L'Afrique à Gao, à Tombouctou, à Thiès, à Nouakchott. Je salue l'Afrique. Et bien sûr, je salue toute l'Afrique du Nord, qui n'est pas moins africaine. Soyez bénis en cette belle semaine pour nos frères et sœurs les musulmans et les musulmanes. La semaine de la Tabaski. C'est un très grand événement. L'Arabie Saoudite qui met fin à l'accord pétrole contre dollar. L'Arabie Saoudite qui consacre l'effondrement du pétrodollar. L'Afrique doit se poser la question, quelles conséquences pour nous? Qu'il soit béni. Ata mabeges joljon, atara Yehova nyambe ukoli nilipe, melobi sugwon ye, anyambe yon lipe mjon. Yehova melobi sugwon ye, anyambe yon lipe mjon. Oh,
Partagez l'émission. Vous êtes 1000 personnes maintenant rassemblées sur YouTube, 500 sur TikTok, bientôt 500 sur Facebook. Est-ce qu'il y a autant de partages? Nous allons commencer dans moins d'une minute. Wanda Christo Medley nous accompagne en Bantu Bassa et nous invite à pratiquer un langage de vérité, un langage de sincérité, un langage de justice et d'avoir l'humilité de reconnaître que nous ne sommes rien sans le créateur de tous les êtres. Voilà ce que dit cette chanson en Bantu Bassa du Cameroun. Ata mabeges Joljon Anwet ukoli nilipe Melobi sugon ye ye Anyame Yon li pemjon. Africaines, Africains, bienvenue à cette émission. Elle est bien lancée maintenant. Vous êtes en train de faire l'effort, je l'espère, de la partager et d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo afin que nous ne soyons pas interrompus. Merci de faire venir vos machines et vos réseaux au secours du ministère de la distribution des pains spirituels de la liberté, le Festival des vérités crues. Le Festival des vérités crues. Je voudrais, à l'ouverture de cette émission, attirer l'attention des Africains et des Africaines sur l'importance de suivre les événements mondiaux. Il est extrêmement important de suivre les événements mondiaux. Car en fait, l'interconnexion du monde par l'information rejoint l'interconnexion du monde physique et même du monde symbolique, le monde spirituel. L'univers infini, qu'on appelle maintenant le multivers, est un, comme est un le créateur de tous les êtres. Par conséquent, celui qui veut pleinement vivre son existence comme une personne dans le monde doit constamment avoir l'esprit ouvert, du local au mondial, du mondial au local. L'Africaine et l'Africain de ce siècle doivent cultiver un regard ouvert, non pas perdu dans l'au-delà du monde, mais un regard ouvert, c'est-à-dire qui alterne le point de vue local avec le point de vue mondial et qui confronte les deux points de vue. Ce qui nous permettra de voir venir les grandes mutations qui impacteront nos vies et qui impactent déjà nos vies. Ce qui nous permettra aussi d'être capables d'agir sur ces mutations. En Afrique, nous avons une très mauvaise tendance qui domine encore l'opinion. C'est la tendance au nombrilisme, c'est-à-dire la tendance à ne voir que ce qui se passe devant nous, ce qui se passe autour de nous. À ne voir que ce qui se passe dans notre village, dans notre ville, ce qui se passe dans notre pays. À ne voir que ce qui se passe dans notre continent. Non, l'Africaine et l'Africain de ce siècle doivent cultiver l'alternance des regards, le croisement des regards. À la fois une très grande attention à ce qui se passe immédiatement autour de nous et une très grande attention à ce qui se passe au lointain, car les événements sont liés. Comme on dit, il peut y avoir une petite cause et plus loin, une grande conséquence. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un battement d'aile d'un oiseau au sud de l'Afrique peut provoquer plusieurs jours, voire plusieurs mois plus tard, une tempête au nord de l'Europe. C'est vrai sur le plan climatique et météorologique que les événements les plus spectaculaires auxquels nous puissions assister commencent souvent dans de très petites causes. L'Afrique contemporaine doit donc cultiver ce regard du local et du mondial. Arrêtons les arguments du genre « c'est leur problème entre eux ». Il n'y a pas de problème sur cette terre qui soit vraiment un problème entre eux. Soyons intéressés par tous les problèmes, même quand ce sont des problèmes qui ne nous concernent pas directement.
Car dans les problèmes qui ne nous concernent pas directement, il y a des conséquences qui peuvent nous concerner directement. J'insiste vraiment sur cette pédagogie du changement du regard de l'Africaine et de l'Africain. Par conséquent, l'information politique mondiale est aussi importante que l'information politique nationale. L'information économique mondiale est aussi importante que l'information économique nationale, car il y a des interactions entre tous les systèmes. Le monde se décrit maintenant comme un grand village planétaire interconnecté. Interconnecté. Il faut faire très attention, justement, donc au nombrilisme, à la pensée à courte vue. Il faut faire très attention à l'enfermement local. Ni un internationalisme, une espèce de cosmopolitisme abstrait, ni un localisme, un enfermement dans l'immédiat ne peuvent nous libérer. Nous devons articuler la conscience de ce qui nous est proche avec celle de ce qui nous est lointain. Car il y a un lien dialectique permanent entre le proche et le lointain. Voilà pourquoi l'information de la fin de l'accord entre le pétrole saoudien et le dollar américain, l'idée selon laquelle le pétrole de l'Arabie saoudite, grande puissance pétrolière mondiale, devait continuer à se vendre et à s'acheter uniquement en dollars. Cette décision prise par les autorités saoudiennes contre la volonté des autorités américaines, cette décision-là mérite la plus grande attention des Africains. Alors, je vais procéder comment? Alors, je vais expliquer assez rapidement les termes de l'accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'accord qui a créé cette chose incroyable, cette chose étrange qui s'appelle le pétrodollar. Deuxièmement, je vais indiquer les causes de la rupture de cet accord. Les causes de la rupture de cet accord. Troisièmement, je vais parler des conséquences réelles et possibles de la rupture de cet accord. Et c'est dans cette troisième partie que je vais aborder les conséquences pour l'Afrique. Parce que en Afrique, nous avons tendance à penser depuis plusieurs siècles que l'histoire, eh bien, nous est imposée de l'extérieur. Alors que nous avons toujours, d'une manière ou d'une autre, fait notre histoire en Afrique par les décisions intérieures que nous prenons. Donc là, on va se poser la question, comment l'Afrique reçoit-elle le choc de la décision saoudienne? L'Afrique est-elle capable de bénéficier positivement de cette décision? À quelles conditions? Quels sont les pays africains qui pourront bénéficier des conséquences de cette décision saoudienne? Ça, ce sera donc l'objet de la troisième partie. Donc, sans plus tarder, je commence vraiment avec la première partie, à savoir les termes de l'accord. Au début des années 70, les États-Unis prennent la décision de séparer désormais la détention d'un billet d'1$ ou d'une pièce de centime de dollar. Ils décident de séparer la détention d'un billet de dollar d'une quantité d'or équivalente à ce billet de dollar dans leur banque. Parce que ce que vous devez savoir à la base, c'est que la monnaie, c'est une marchandise qui permet d'échanger d'autres marchandises. Donc, pour qu'une monnaie quelconque soit crédible, il faut qu'elle corresponde à une quantité réelle de richesse. Et pendant très longtemps, on a considéré que l'or étant un métal rare et de fabrication stable, de conservation aisée, on a considéré pendant très longtemps que l'or était la marchandise qui devait servir de référence à toutes les autres marchandises. De telle façon que chaque monnaie qui était émise sur la Terre pendant plusieurs décennies, et même des siècles, chaque monnaie
était supposé équivaloir à une quantité d'or. Donc, quand je possédais $1, je possédais une quantité d'or. La banque qui émettait le billet de dollar, la Fédérale Réserve américaine, la Banque centrale américaine, possédait une quantité d'or équivalente à chaque billet de dollar, à chaque pièce de dollar qu'elle produisait. C'était ça le principe. De telle façon que, matériellement, quand je possédais un billet $1, je pouvais me rendre auprès de n'importe quelle banque et avoir une quantité d'or équivalente, physique, que cette banque américaine, ou en tout cas la banque qui détient ce billet de dollar, était supposée me remettre, en équivalent de ce billet. C'était ce qu'on appelle la garantie or. Or, en effet, les États-Unis décident de mettre fin à la garantie, à la parité or de leur monnaie. À partir du moment où ils mettent fin à la parité or de leur monnaie, cela leur permet d'émettre des billets de dollars qui ne correspondent pas à une quantité d'or précise. On parle là de la monnaie spéculative. C'est-à-dire, ils émettent des billets de dollars qui sont en réalité du crédit. Celui qui prend ces dollars-là prend un crédit. C'est-à-dire qu'il croit en cette monnaie. Non pas parce que cette monnaie correspondrait à une richesse réelle, mais parce que cette monnaie pourrait lui permettre d'accéder à des richesses réelles. Je recommence ce point-là. À partir du moment où les Américains décident de mettre fin à la parité or, désormais, ce billet ne correspond plus à une richesse réelle, mais à une richesse potentielle, à une richesse spéculative. C'est-à-dire, on imagine que normalement, si vous présentez ce billet quelque part, quelqu'un va le reconnaître. Quelqu'un va accepter de vous donner sa richesse. Quelqu'un qui possède, par exemple, des bananes mûres en Afrique, si vous lui présentez ce billet, il acceptera de vous donner quelques bananes ou peut-être même un régime entier de bananes en échange de ce billet. À partir du moment où on sépare le dollar de la quantité d'or, on part du principe que les gens doivent y croire, que les gens doivent l'accepter, que les gens doivent donc le créditer. Parce que ça devient du crédit. Je crédite. Quand je prends cette monnaie, j'emprunte. J'emprunte ou je prête. Ça devient du crédit. Bon. Or, les Américains, pour faire accepter leur monnaie qui ne correspondait plus à des quantités d'or réelles dans le monde, vont passer un accord remarquable avec les princes d'Arabie Saoudite qu'ils avaient auparavant aidé à gagner leur guerre en leur donnant, en leur vendant des armes. Les Américains vont passer un accord qui dit que l'Arabie Saoudite, qui est un immense producteur de pétrole, s'engage à ce que son pétrole ne soit accessible qu'à celui qui possède des dollars. Il ne soit payable qu'en dollars, vendable qu'en dollars, achetable qu'en dollars, échangeable qu'en dollars. En échange de cela, les États-Unis vont garantir la sécurité de la monarchie saoudienne. Je vous rappelle qu'en Arabie Saoudite, c'est une monarchie. Ce n'est pas une démocratie. Alors que les États-Unis se présentent comme une démocratie. Aux États-Unis, le gouvernement est élu par le peuple. En Arabie Saoudite, le gouvernement n'est pas élu par le peuple. Le roi est le propriétaire. Les rois d'Arabie Saoudite sont les propriétaires de l'Arabie Saoudite. Les peuples leur sont soumis et les rois d'Arabie Saoudite sont rois par la voie héréditaire. Il faut que l'Afrique se rende compte que les États-Unis ont bâti leur puissance en plein XXe siècle sur des accords avec des puissances non démocratiques, des puissances monarchiques héréditaires. Il faut déjà que vous vous intéressiez à cette question. Comment une puissance qui se présente comme la plus grande démocratie du monde peut-elle garantir la crédibilité internationale de sa monnaie sur un accord avec une puissance non démocratique? Car c'est ce que les États-Unis vont faire. Ils vont passer un accord avec la monarchie d'Arabie Saoudite qui va poser ceci. Le pétrole saoudien ne se vend qu'en échange des dollars. Il ne s'achète qu'en échange des dollars. En échange, la démocratie américaine va protéger la monarchie saoudienne. C'est-à-dire au moment où, par exemple, nous en Afrique, les États-Unis se promènent avec un gros bâton pour assommer les dirigeants africains qui ne font pas leur carte volonté.
au motif que ce ne sont pas des démocrates. La puissance américaine s'est construite par un accord avec une puissance non démocratique, une puissance théocratique et monarchique. C'est-à-dire que l'Amérique assure sa puissance à elle, la puissance de son économie, grâce à des accords avec des non-démocraties, c'est-à-dire des monarchies, d'accord, des théocraties du Moyen-Orient, et elle se promène en Afrique avec un gros bâton, que dis-je, avec un marteau, pour assommer tout dirigeant africain qui ne fait pas ses quatre volontés, au motif que ce dirigeant n'est pas démocrate. Il faut que vous vous rendiez compte que l'accord américano-saoudien est la preuve de l'insincérité, la preuve de la fausseté de la propagande démocratique américaine. Si les États-Unis étaient véritablement les défenseurs de la démocratie dans le monde, ils n'auraient pas bâti la crédibilité internationale de leur monnaie sur un accord avec des puissances non démocratiques. C'est-à-dire un accord avec une monarchie. Un accord avec une théocratie. Et c'est cet accord qui va se généraliser avec toutes les autres monarchies et théocraties du Golfe. Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis, etc. C'est cet accord qui va se généraliser avec tous les autres États pétroliers de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Tous vont progressivement se soumettre au principe du pétrodollar. C'est-à-dire que les États-Unis disent clairement, vous vendez exclusivement votre pétrole avec ma monnaie, et en retour, je vous assure la sécurité. C'est-à-dire que je vous empêche de vous effondrer militairement. Je vous protège militairement. Mais je vous protège militairement contre qui? Contre moi-même. Je vous protège militairement contre moi-même. Parce que si vous refusez mon dollar, qu'est-ce que je fais? Si vous refusez mon dollar, qu'est-ce que je fais? Ben, je vous attaque. Je vous détruis militairement. Vous connaissez, il y a deux pays arabes, grands producteurs de pétrole, qui ont osé tenter s'opposer à ce principe du pétrodollar. Il y a deux pays arabes, grands producteurs de pétrole, qui ont osé s'opposer à ce principe du pétrodollar. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je parle de l'Irak et de la Libye. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Irak et à la Libye pour avoir osé remettre en cause le principe du pétrodollar? Ils ont été détruits, ils ont été bombardés, ils ont été explosés par l'armée américaine. C'est le fondement de la guerre d'Irak. C'est parce que Saddam Hussein veut désormais que la monnaie irakienne serve de référence à l'achat et à la vente du pétrole irakien. C'est parce que Kadhafi veut désormais que la monnaie libyenne, le dinar or, que la monnaie libyenne serve de référence à l'achat et à la vente du pétrole libyen. Voilà pourquoi on va les tuer. Voilà pourquoi on va bombarder et détruire leur pays. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que la sécurité que la puissance américaine garantissait aux pays arabes, c'était la sécurité contre elle-même. Parce que ce n'est pas la Russie ou la Chine qui menaçait d'agression militaire ces pays arabes. Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui disaient, écoutez, nous assurons votre sécurité contre nous-mêmes. Parce que si vous n'acceptez pas le dollar, nous vous détruisons, nous vous démolissons. Donc, en réalité, le dollar a été imposé en échange, en contrepartie de l'aide militaire américaine, laquelle aide militaire américaine est supposée être une garantie de non-agression américaine. Celui qui refuse le pétrodollar est attaqué, est détruit par l'armée américaine. Il faut que vous compreniez le fondement de l'accord. Sécurité contre soumission au dollar. Et qui est le principal acteur d'insécurité au Moyen-Orient contre les puissances qui essayent de contester le pétrodollar? Mais les États-Unis eux-mêmes. Qu'on fait guerre d'Irak, qu'on fait guerre de Libye, pour ne prendre que celle-là, qu'on fait guerre de Syrie, pour ajouter une autre. Donc, les Africaines et les Africains qui m'écoutent ce matin doivent bien comprendre la nature de l'accord. Cet accord, si on pouvait le dire en des termes très simples, c'était un braquage. Cet accord était un braquage. Car à travers cet accord pétrodollar, le monde entier a été soumis à l'obligation de vendre et acheter en dollars. La planète tout entière, à travers
cette mainmise des États-Unis sur le pétrole du Moyen-Orient et plus largement sur le pétrole de l'OPEP, le monde entier a été progressivement soumis à l'obligation d'acheter et de vendre en dollars. Vous avez vu les événements qui se sont déroulés au Venezuela, toutes les tentatives de déstabilisation que le Venezuela a connues. Vous avez vu les événements. Et vous savez que c'est parfaitement lié à ce problème du pétrodollar. Donc, l'accord pétrole contre dollar, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que, en fait, sans avoir la richesse, les États-Unis étaient potentiellement propriétaires de toutes les richesses du monde, puisque tout le monde était obligé de passer par le dollar pour acheter ou pour vendre des richesses. Ça a commencé par le pétrole et ça s'est étendu à tous les échanges internationaux. C'est l'internationalisation du dollar qui a été possible grâce à l'accord, justement, fondateur du pétrodollar. Voilà comment le dollar est devenu la réserve de change de l'économie internationale. Les Africains ont-ils compris que c'est un rapport de force militaire qui a créé l'internationalisation du dollar? Les Africains ont-ils compris que les Saoudiens se sont vus imposer l'idée que s'ils voulaient être en sécurité, il fallait qu'ils acceptassent le dollar, qu'ils promouvassent le dollar, et que si jamais ils refusaient, ben, il leur arrivait ce qui devait arriver à Saddam Hussein et à Kadhafi. Est-ce que tout le monde a compris que pendant 50 ans, l'Arabie saoudite a été soumise à ce principe? Nous sommes en 2024. Ça allait du 9 juin 1974 jusqu'au 9 juin 2024. Cet accord était signé pour 50 ans. Il était donc question le 9 juin passé que le prince, le roi d'Arabie saoudite, il était question qu'il renouvelle l'accord pour 50 ans encore. Il était question qu'il renouvelle pour 50 ans. Et en renouvelant pour 50 ans, il aurait entériné l'idée que le monde pétrolier et plus largement le monde du commerce et de la finance internationale devait rester soumis essentiellement à la référence au dollar pour vendre et pour acheter. Mais patatras, le prince régent d'Arabie saoudite refuse de signer cet accord. Il refuse de le renouveler. Et il est intéressant maintenant pour nous de savoir pourquoi il a refusé. Pourquoi il a refusé? Alors, pourquoi l'Arabie saoudite a-t-elle refusé de renouveler l'accord? Pourquoi l'Arabie saoudite met-elle fin à l'accord? Pourquoi depuis le 9 juin, l'accord a-t-il pris fin? Parce que l'Arabie saoudite a dit non, on ne le refait pas. La première raison est une raison véritablement économique. L'Arabie saoudite commençait à être perdante. Pourquoi? Parce qu'elle a accumulé des dizaines de milliards de dollars qu'elle ne parvenait plus à placer et à écouler à cause de la méfiance naissante envers le dollar dans le monde. L'Arabie saoudite possède des réserves de dollars exceptionnelles. Elle a un problème, c'est où les placer. Qu'est-ce qu'elle en fait? Qui les accepte? Alors que la méfiance envers le dollar est redoublée, entre autres par le conflit russo-ukrainien. Tous ceux qui possèdent des réserves de change en dollars se posent la question de ce qu'ils vont faire de ces réserves. Parce qu'ils ont vu ce qui est arrivé aux Russes. Quand ceux-ci sont entrés en guerre avec les Ukrainiens, c'est-à-dire avec l'OTAN, ils se sont rendus compte que les réserves de change en dollars peuvent à tout moment être arrachées par les États-Unis et leurs alliés européens. Donc, il y a un vent de panique qui a soufflé sur la Terre tout entière et qui a consisté à dire, mais en fait, nous économisons en dollars, nous thésaurisons en dollars, nous spéculons en dollars, mais à tout moment, nous pouvons être privés de nos dollars.
On peut nous dire que l'argent que nous avons dans les banques américaines, l'argent que nous avons même dans nos banques saoudiennes en dollars, on peut nous dire qu'il n'a plus, on peut nous dire qu'il est gelé, on peut le geler, on peut l'arracher. La preuve, on l'a fait avec les avoirs russes, on l'a fait avec les avoirs libyens, on l'a fait avec les avoirs irakiens, on l'a fait avec les avoirs syriens. Le monde entier s'est rendu compte que le fait de mettre toutes ces économies, achats ou comment on appelle, épargne en dollars, c'était s'exposer aux sanctions américaines. Donc les Saoudiens se sont rendus compte que s'ils veulent véritablement s'assurer de leur avenir, ils ont intérêt à diversifier leurs réserves de change. Économiquement, le dollar a cessé d'être rassurant dès lors qu'on s'est rendu compte qu'il était l'instrument principal des sanctions des États-Unis contre les autres États du monde. Le dollar aurait été rassurant si les gens étaient sûrs que leur argent serait intact et que quels que soient les problèmes qu'ils ont avec qui que ce soit, on ne toucherait pas à leur argent. Or, les Américains ont rapidement montré au monde entier que le dollar était un instrument d'hégémonie politique. Les Saoudiens ont donc compris que leur extrême dépendance au dollar les exposait. Si jamais ils avaient des options différentes ou si jamais les États-Unis connaissaient des difficultés, les exposaient à une catastrophe. Parmi les raisons économiques, il y a le fait qu'il y a une diversification des sources d'énergie avec toutes les recherches qui sont faites maintenant vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde réfléchissent à des manières de produire de l'énergie sans passer par le pétrole. Regardez par exemple la montée en puissance des centrales solaires. Regardez la prospérité résistante du nucléaire. Regardez l'effort qui est en train d'être fait pour aller vers ce qu'on appelle les énergies renouvelables dans les courants écologiques. Donc, la plupart des pays du monde sont en train de réduire leur dépendance envers le pétrole, envers les hydrocarbures. Car on sait que le pétrole et les hydrocarbures, à un moment donné, cesseront d'exister puisqu'ils sont en quantité limitée dans la Terre. Donc, les Saoudiens se sont rendus compte que s'ils restaient dans le système du pétrodollar, si leur économie continue à être hyper dépendante du pétrole, ils pourraient s'exposer au choc de la baisse de l'intérêt du pétrole dans le monde. D'autant plus que même les Américains ont continué sur leur territoire à développer des alternatives au pétrole. Par exemple, en exploitant le gaz de schiste. Faisant que, en fait, les Saoudiens pouvaient se retrouver un jour en train de donner gratuitement leur pétrole. Presque gratuitement, puisque les prix s'effondreraient au fur et à mesure que les États, les puissances, les économies du monde entier trouveraient d'autres sources d'énergie. Donc, les Saoudiens se sont rendus compte qu'il faut diversifier leur économie. Leur économie ne doit pas être essentiellement et uniquement centrée sur le pétrole. C'est la deuxième raison. La nécessité de diversifier les économies, maintenant que le monde entier est en train de développer d'autres sources d'énergie que l'énergie pétrolière, les hydrocarbures. Bon, il y a une troisième raison qui a poussé les Saoudiens à prendre cette décision. Cette troisième raison vient des mutations politiques qui sont en cours dans le monde et du refus de l'hégémonie occidentale, qui est le fait des grandes puissances du monde multipolaire. Les grandes puissances du monde multipolaire sont la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et leurs alliés rassemblés autour de l'alliance des BRICS. Leurs alliés rassemblés autour de l'alliance des BRICS. Qu'est-ce qui caractérise tout ce monde-là? Tout ce monde-là a compris qu'il ne fallait plus dépendre du dollar. Puisque dépendre du dollar, c'était en réalité être soumis aux sanctions américaines. Donc tout ce monde-là a commencé à développer, à renouveler les échanges économiques à monnaie nationale. La Chine et la Russie échangent en roubles et en yuan. La Chine et l'Inde échangent en roupies et en yuan. La Russie et l'Inde échangent en roupies et en yuan. Désormais, le Brésil et l'Iran échangent en roupies et en yuan. L'Afrique du Sud et la Russie échangent en rand sud-africain et roubles russes. Tous les pays du grand monde multipolaire, Brésil, Russie, Iran,
Brésil, Russie, Iran, maintenant avec l'Arabie Saoudite qui adhère, etc. Afrique du Sud. Tous les pays qui sont regroupés autour de ce bloc et qui sont maintenant pratiquement une quarantaine, voire une cinquantaine de pays du monde, eh bien, tous ces pays-là ont compris qu'il était dans leurs intérêts, s'ils voulaient que leur économie croisse, d'échanger dans leur propre monnaie nationale. L'Arabie Saoudite a observé cette dédollarisation. Cette dédollarisation qui est en fait la conséquence d'une grande revendication de souveraineté. Les Russes tiennent à leur souveraineté, les Chinois tiennent à leur souveraineté, les Latino-Américains, des pays comme le Brésil, la Bolivie, la Colombie, affirment fortement, le Venezuela, affirment fortement avec Cuba, etc., leur farouche souveraineté. Et le thème de la souveraineté est en train de l'emporter en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, eh bien, sont des pays ancrés dans une dynamique de souveraineté, tout comme d'ailleurs l'essentiel des pays issus de la colonisation anglophone et lusophone sur le continent africain. Donc, le troisième facteur, c'est vraiment la montée en puissance des forces politiques souverainistes dans le monde. Et la montée en puissance, donc, ce qu'on appelle le monde multipolaire. Les Saoudiens se sont rendus compte que les puissances du monde multipolaire sont économiquement et potentiellement supérieures aux États-Unis et à l'Europe. Les Saoudiens se tournent donc vers la Chine, se tournent donc vers la Russie. Les Saoudiens veulent se tourner de manière un peu plus sincère vers l'Afrique, parce que jusqu'ici, l'Arabie Saoudite fait partie de la duplicité occidentale envers l'Afrique. Il ne vous a pas échappé que les grandes organisations terroristes ont été construites par les renseignements généraux occidentaux avec les renseignements généraux du Moyen-Orient pour déstabiliser des pans entiers du monde et y imposer l'ordre et l'hégémonisme occidental. Donc l'Arabie Saoudite se rend compte que ce modèle ne tient plus, d'autant plus que la Russie, la Chine, l'Iran et plusieurs puissances à travers le monde sont en train de se dresser contre ce modèle de l'ordre par le chaos. Donc les Saoudiens prennent acte du changement qui est en cours dans le monde. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont refusé de renouveler l'accord pétrole contre dollar et contre sécurité militaire. Et la deuxième partie de notre analyse, eh bien, est ainsi bouclée. Nous pouvons aller à la troisième. Maintenant, donc, ils ont refusé. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi. Quelles vont être les conséquences réelles et potentielles? C'est la troisième question de notre analyse. Alors, je vais analyser les conséquences à trois niveaux. D'abord, au niveau de l'Arabie Saoudite, quelles vont être les conséquences de la décision de ne pas renouveler l'accord qui était là depuis 50 ans pour l'Arabie Saoudite? Quelles vont être les conséquences pour la sous-région du Moyen-Orient en général et en particulier l'ensemble des pays producteurs de pétrole? Quelle va être la conséquence? Et puis, plus largement, quelles vont être les conséquences justement pour le monde, dont notamment pour l'Afrique? Conséquences pour l'Arabie Saoudite, la première que je voudrais qu'on souligne. Incessamment, l'Arabie Saoudite va avoir des problèmes de sécurité. Je recommence les conséquences. Notez, mes chers amis, parce que là maintenant, je commence à vous donner ma contribution, à voir ce qui va se passer. Je voudrais souligner très clairement que l'Arabie Saoudite va incessamment avoir de sérieux problèmes de sécurité. Parce que si vous vous souvenez des termes de l'accord avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite devait accepter le dollar en échange de la couverture sécuritaire américaine. Maintenant que l'Arabie Saoudite ne veut plus que son pétrole soit aligné sur le dollar américain, il s'ensuit que les États-Unis vont réagir en retirant la garantie sécuritaire au Royaume d'Arabie Saoudite. D'où je peux déduire, connaissant la manière inimitable de s'asseoir des impérialistes américains, je peux en déduire que le régime de Ben Salman va connaître des épisodes de déstabilisation. Écrivez ça.
C'est ce que j'ai dit. Et je crois que Mohamed Ben Salman, le prince d'Arabie Saoudite, le sait. D'abord, première conséquence, il va y avoir de l'insécurité en Arabie Saoudite. Le régime va connaître des contestations. On va entendre parler désormais de démocratie contre le régime saoudien. On va entendre parler de droits de l'homme contre le régime saoudien. On va entendre parler d'égalité homme-femme contre le régime saoudien. On va entendre parler des droits des LGBT contre le régime saoudien. Tout va lui tomber dessus. Tout ce qui ne lui était pas tombé dessus là, va lui tomber dessus. Et ce sera actionné sévèrement par Washington et par tous ses alliés occidentaux. Écrivez ça. Ça, c'est la première conséquence. Maintenant, la deuxième conséquence, c'est que puisque l'Arabie Saoudite va être attaquée, que les États-Unis vont chercher à la punir, l'Arabie Saoudite va être obligée de s'allier davantage au bloc multipolaire. Les Saoudiens l'ont compris, puisqu'ils adhèrent aux BRICS. Donc, l'Arabie Saoudite risque de basculer à très court terme sur le plan militaire, dans une alliance avec l'Iran, avec la Syrie et avec la Russie et la Chine. Je recommence. À très court terme, risque de se produire un basculement, par conséquent, des Saoudiens sur le plan militaire. Un basculement comparable à celui que vous avez vu au Sahel, au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. D'accord? Un basculement. Parce que pour que le régime saoudien, la monarchie saoudienne se sécurise, elle sera presque obligée de recourir à la même solution que Bachar el-Assad pour sauver son régime en Syrie. Écrivez ça. Donc, nous allons assister à un changement d'alliance militaire au Moyen-Orient. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la deuxième remarque. Changement d'alliance militaire. Ça, c'est programmé. Les Américains ne leur pardonneront pas d'avoir détrôné le dollar. Et donc, les Américains chercheront à les détrôner, les Saouds. Les Saouds le savent. Ils ont déjà commencé à adhérer aux BRICS. Et je vous rappelle que l'une des visites les plus retentissantes de Vladimir Poutine à un pays étranger, depuis le lancement du mandat d'arrêt international, de la Cour pénale internationale contre lui, cette visite a eu lieu où? Elle a eu lieu où? En Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont en train de devenir des alliés forts de la Russie. Donc, changement d'alliance militaire. Ce qui veut dire que vous risquez d'entendre du jour au lendemain que l'Arabie Saoudite demande quoi? Le retrait des bases militaires américaines de son sol. Écrivez ça, c'est moi qui vous ai dit ça aujourd'hui. Nous sommes le 18 juin 2024. À tout moment, vous allez entendre le prince d'Arabie Saoudite demander le retrait des bases militaires américaines de son sol, dans le cadre du basculement d'alliance. Je vous rappelle qu'entre-temps, l'Arabie Saoudite s'est rapprochée de l'ennemi juré multiséculaire qu'ils avaient, les Iraniens. Les deux pays ont réouvert les officines diplomatiques, la coopération diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran qui est un bastion du chiisme et l'Arabie Saoudite, bastion du sunnisme. Ils sont en train de s'entendre. Ils sont en train de s'entendre actuellement. Il y a un rapprochement accéléré entre les Saoudiens et les Iraniens. Ce rapprochement va aller jusqu'au plan militaire. Donc, à tout moment, vous risquez d'entendre ce que le Niger a dit aux États-Unis, l'Arabie Saoudite le dit aux États-Unis. Ça, c'est la deuxième conséquence. Tout ça indique que nous entrons dans une période de grave turbulence au Moyen-Orient. Ça ne va pas être facile. Les Américains ne se laisseront pas faire. Car il y a une troisième conséquence. Au niveau de l'Arabie Saoudite, il y a une troisième conséquence. C'est que l'opposition saoudienne, intérieure et extérieure, va être renforcée par les Occidentaux. Il faut s'attendre, en effet, au renforcement de l'opposition intérieure et extérieure saoudienne. L'opposition va être renforcée. Ces événements vont conduire à l'opposition, au renforcement de l'opposition saoudienne par les puissances occidentales. Je suis toujours en Arabie Saoudite, quatrième conséquence. L'Arabie Saoudite va devoir développer donc des échanges économiques diversifiés, des échanges économiques axés sur autre chose que le pétrole.
Donc l'Arabie saoudite va devoir faire sa révolution verte. L'Arabie saoudite doit elle-même maintenant s'élancer dans la production des énergies renouvelables. Parce qu'il est à prévoir qu'il va lui être difficile pendant la période de crise de commercialiser son pétrole. Donc les Saoudiens vont diversifier leur économie. Ça va être un domaine de création nouvelle. L'Arabie saoudite doit faire face au défi permanent qui est le défi climatique. Pour que ce pays redevienne un pays vert, pour que ce pays devienne un pays d'énergie solaire et non plus un pays du pétrole, pour que ce pays devienne un pays d'énergie renouvelable, il faut une véritable révolution intellectuelle chez les Saoudiens. Elle ne va pas être facile. La révolution verte, la révolution écologique saoudienne. Ça ne va pas être facile, mais c'est le chemin qui est obligatoire pour eux. Voilà quelques changements que je vois au niveau de l'Arabie saoudite. Ces changements qui s'annoncent donc au niveau de l'Arabie saoudite vont avoir des conséquences dans la sous-région. L'Arabie saoudite étant une puissance sous-régionale, il est à prévoir que les pays qui sont en entente avec le prince Ben Salman, ces pays vont adopter les mêmes décisions envers les États-Unis. Même si probablement les États-Unis pourront garder quelques pays satellites qui leur obéissent, on peut imaginer un basculement puissant du Moyen-Orient vers la sortie justement du pétrodollar et par conséquent vers des décisions similaires. Dans ces conditions, je peux projeter une cinquième vision. Au Moyen-Orient, la situation d'Israël va empirer. Parce que ce basculement de l'Arabie saoudite dans une alliance militaire forte avec la Russie, avec la Syrie, avec l'Iran, avec la Chine, ce basculement de l'Arabie saoudite signifie l'affaiblissement d'Israël. Or, on sait très bien qu'Israël est vraiment l'État à partir duquel les États-Unis assurent leur hégémonie sur le Moyen-Orient. Et les États-Unis soutiennent Israël à bout de bras parce que Israël est littéralement leur aiguille plantée dans le Moyen-Orient. Donc, il faut prévoir un affaiblissement énorme de la puissance d'Israël. Et le conflit israélo-palestinien sera l'occasion du règlement de compte entre les puissances coalisées du monde arabe, libérées du dollar, et la puissance américaine. Je peux prédire, sans risque de me tromper, qu'Israël va perdre tous les territoires qui ont été occupés illégalement contre le peuple palestinien. Car on s'achemine vers une véritable alliance géostratégique, géopolitique de libération du monde arabe avec cette dédollarisation. Voilà pour la sous-région. Je suis toujours dans la troisième et dernière partie de mon analyse. Je vais quand même traverser la mer Méditerranée pour entrer en Afrique. Quelles sont les conséquences pour l'Afrique de ce qui se passe en Arabie saoudite? Mais la première conséquence, c'est que toutes les économies africaines qui sont hyper dépendantes du dollar vont subir les conséquences de la chute du dollar. Elles vont tomber avec le dollar. Or, on sait très bien que l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, l'Afrique en général, est sous l'hégémonie du dollar. Kadhafi a été assassiné et les emails de Mme Hillary Clinton ont révélé qu'il a été assassiné parce qu'il se préparait à mettre fin à la suprématie du dollar en mettant en place une monnaie africaine continentale dinar-or. C'est ce que les emails d'Hillary Clinton déclassifiés grâce à l'enquêteur Julian Assange dans le cadre du scandale Wikileaks nous ont permis de savoir. Donc en fait maintenant, l'Afrique, elle a deux options. Soit elle reste passive devant l'effondrement mondial du dollar, qui est garanti, qui est certain. L'Afrique reste passive et dans ce cas, elle va subir les conséquences négatives. C'est-à-dire que les monnaies africaines qui dépendaient du dollar vont se déprécier. Elles vont se déprécier, on va perdre toute valeur. La crise américaine, c'est-à-dire la non-valeur du dollar américain qui est en train d'arriver, elle va contaminer toutes les monnaies qui sont soumises à l'hégémonie de ce dollar. Le dollar va transmettre ses maladies à tous ces petits. C'est la contamination. La dédollarisation va provoquer une contamination de l'inflation
et un effondrement monétaire. Tous les pays africains qui sont dépendants du dollar et de l'euro qui lui-même est dépendant du dollar, tous ces pays donc vont être entraînés dans la crise américaine. Et c'est la situation de la quasi-totalité des pays francophones africains, les pays issus de l'histoire coloniale française. Ceux-là qui sont placés sous le franc CFA, lequel franc CFA est placé sous l'euro, lequel euro est placé sous le dollar. La zone CFA se prépare à être balayée, soufflée par la crise de la dédollarisation. On devra bientôt se promener avec des brouettes de franc CFA pour acheter une baguette de pain. On va sortir à une brouette de CFA. Si on reste dedans. Parce qu'en fait, la dépréciation du dollar va se communiquer à toutes les monnaies qui dépendent de lui. Donc, l'attitude passive des Africains sera une attitude suicidaire. Si les Africains ne se dédollarisent pas, ils sont morts. Si les Africains ne se dédollarisent pas, ils sont morts. C'est-à-dire que si les Africains ne font pas comme les Saoudiens, s'ils ne font pas comme les Russes, s'ils ne font pas comme les Chinois, s'ils ne font pas comme les Vénézuéliens, s'ils ne font pas comme les Brésiliens, s'ils ne font pas comme les Iraniens, s'ils ne font pas comme les Turcs, si les Africains ne se dédollarisent pas, ils mourront avec le dollar, qui est en train de mourir, qui est en train de tomber. Quelle est donc la solution pour l'Afrique? Car je ne donne jamais de conférence ici sans proposer des issues. La solution pour l'Afrique, ce sont des monnaies nationales. Les pays africains doivent posséder des monnaies nationales ou des monnaies régionales africaines, entièrement pilotées par les Africains, des monnaies flexibles. Pour pouvoir s'adapter au monde multipolaire qui vient, le monde de l'après-dollar, il va falloir piloter soi-même sa monnaie nationale. Il y a une urgence signalée pour les pays africains qui ne possèdent pas de monnaie nationale. C'est le cas des 15 pays de la zone CFA. La zone CFA est en danger de mort financière, de mort économique. Il y a urgence que ces pays-là se dotent de monnaie nationale. Les pays de la BCAO, les pays de la BEAC doivent sortir du franc CFA, soit pour se doter de leur propre monnaie régionale, soit pour se doter, en attendant, de monnaie nationale. La seule façon de contourner la crise de l'effondrement du dollar, c'est d'entrer dans les échanges économiques de gré à gré, les échanges entre les monnaies nationales. Il y a un système africain qui a été mis en place en 2022. Ça s'appelle le système PAPS. C'est un système de paiement entre les pays africains en monnaie nationale. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul pays francophone qui soit dedans, peut-être deux, qui soit dedans, parce qu'ils possèdent justement leur monnaie nationale. C'est la Guinée-Conakry et Djibouti. C'est les seuls qui sont dans ce système. Tous les autres pays, maintenant une quinzaine, qui sont dans le système de paiement PAPS, c'est-à-dire paiement en monnaie nationale directe. Ce sont des pays anglophones ou lusophones. Donc, on continue à dormir dans la zone CFA, Afrique centrale. On continue à dormir dans la zone CFA, Afrique de l'Ouest. Que nul ne dise, que nul ne prétende, quand la bourrasque va arriver, que l'on n'avait pas prévenu les décideurs. Que les dirigeants ouest-africains ne disent pas qu'ils n'ont pas été prévenus. Qu'ils ne disent pas que leurs ministres de l'économie et des finances ne leur ont pas dit. Parce que ceux-là, ils n'ont même pas besoin de leur ministre des économies et des finances pour le savoir. La chute du dollar va entraîner celle de l'euro et va entraîner celle du CFA. La seule façon de ne pas encaisser les coûts de cette chute, c'est de sortir du CFA. C'est de développer des monnaies nationales. C'est de développer des monnaies régionales africaines. Je me suis connecté pour dire cela. Voilà le prince d'Arabie Saoudite qui vient de mettre le dollar par terre et de dire que lui, il veut faire des affaires
en échangeant monnaie contre monnaie avec chaque pays. C'est ce qu'il a dit. Le rial saoudien, il est prêt, la Banque centrale d'Arabie saoudite est prête à négocier les richesses d'Arabie saoudite avec n'importe quel autre pays qui a une banque centrale avec une monnaie indépendante. Indépendante du dollar. Parce que quand on dit monnaie indépendante, c'est-à-dire indépendante du dollar. Ça donne quoi? Ça donne que si vous voulez des richesses saoudiennes, vous devez acheter du rial. Avec le rial, vous vous procurez des richesses saoudiennes. Si les Saoudiens veulent des richesses camerounaises et que le Cameroun a sa monnaie, il achète la monnaie camerounaise. Par exemple, je ne sais pas, si le Cameroun met en place une monnaie qu'on peut appeler par exemple le bantou. Les Saoudiens vont acheter du bantou et avec ce bantou-là, ils vont acheter des marchandises camerounaises. Ils vont avoir des réserves de change en bantou. Si le Mali veut vendre, par exemple, du gaz mettons, le Mali veut vendre du cheptel à l'Iran et que l'Iran, en échange, veut vendre du gaz au Mali. Mais les Maliens vont devoir acheter de la monnaie iranienne, je crois que ça s'appelle le réal, et en retour, les Iraniens vont devoir acheter de la monnaie malienne. Par exemple, si entre-temps, le Sahel, la monnaie qui est annoncée entre le Mali, le Burkina et le Niger, si cette monnaie sort, ben, les Iraniens vont devoir acheter du Sahel. Et avec du Sahel, ils pourront acheter du cheptel. Ils pourront acheter de la viande, par exemple, ou du coton du Sahel. Il faut que nous nous préparions à entrer dans cette économie-là. C'est seulement dans cette économie que nous pouvons avoir une véritable croissance bénéfique à nos populations. Le fait que, désormais, notre banque centrale en Afrique va être en discussion permanente avec les banques centrales des autres pays du monde dont nous importons les marchandises ou vers lesquelles nous exportons nos marchandises. On va retourner à l'économie réelle. Et les Africains doivent se préparer à retourner à l'économie réelle. Nous devons accélérer la préparation de nos États en Afrique au retour à l'économie réelle. Parce que si on n'accélère pas, ces États vont donc être balayés par des dévaluations sauvages de leur monnaie, connectées à l'euro et connectées au dollar. Merci à toi, mon bien-aimé Philippe Wa Africa Wa Sénégal. Grand soutien de notre chaîne YouTube. Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Merci. Merci infiniment. S'il vous plaît, dirigeants africains, panafricanistes ou non, une tempête arrive, une tornade arrive. C'est la tornade du dollar. S'il vous plaît, prenez toutes les dispositions pour protéger nos peuples de la tempête et de la tornade du dollar qui arrive. Le dollar a été détrôné au Moyen-Orient. Le pétrodollar est mort. Le dollar n'est donc plus l'unité de réserve des échanges économiques mondiaux. Si vous restez dépendant du dollar, la chute de sa valeur va se répercuter sur nos économies qui vont donc être bradées. Par conséquent, il faut doter les économies africaines de leur monnaie nationale pour pouvoir résister au choc de l'effondrement du dollar qui arrive. Quand je regarde l'Afrique, mon Afrique natale, je revois les images du tsunami qui a frappé, je pense, vers 2010, l'Asie du Sud-Est. Parmi les images de ce tsunami qui a frappé l'Asie du Sud-Est, emportant, je ne sais pas, 100 000 vies, il y a une image qui m'a marqué et qui illustre parfaitement l'attitude de plusieurs décideurs africains aujourd'hui. Je vais vous dire cette image. Je vais vous dire cette image. Au bord de l'océan se tenaient des hommes qui contemplaient la beauté des vagues de la mer qui se levait. C'était des vagues anormalement hautes.
pour ceux qui étaient les habitués de la cité balnéaire de Banda Aceh, c'était des vagues anormalement hautes. Alors que les vagues avaient parfois, mettons, 20, 30, 40 mètres de hauteur quand elles arrivaient sur la plage. Là, on avait des vagues de 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres de hauteur. Et sur la plage de Banda Aceh, il y a des hommes et des femmes qui étaient émerveillés par ce beau spectacle et qui contemplaient l'arrivée de la vague. Or, en fait, s'ils avaient eu une observation scientifique de la hauteur moyenne des vagues de l'océan dans la région de Banda Aceh, ils auraient compris que les vagues qui arrivaient étant anormalement hautes, leur vie était en danger. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas la science de la situation. C'est parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la nature de l'objet qui venait. L'Afrique est dans la situation de ces gens-là qui se tenaient pendant le tsunami en question, au bord des plages, et qui voyaient venir des vagues immenses, et qui y trouvaient quelque chose juste de spectaculaire et de beau, qui viendrait agrémenter leurs vacances. Ils furent tous tués. L'Afrique est en train de regarder la tornade du dollar comme les vacanciers insouciants, peu instruits, mal avertis, contemplaient les vagues qui devaient leur servir de cimetière. Je me suis symboliquement fortement habillé de rouge et de vert pour parler aux Africains. En général, mes tenues sont un message. Est-ce que nos dirigeants vont laisser encore couler le sang africain alors que les moyens scientifiques, les moyens médiatiques, les moyens géopolitiques, les moyens techniques, les moyens, alors que tout est à leur disposition pour savoir ce qui va se passer? Je demande aux dirigeants africains de nous dire s'ils vont encore laisser couler le sang africain. Parce que la crise qui arrive va faire couler le sang africain. Ce sont des millions d'Africains qui sont menacés de mort par la crise économique qui arrive. C'est une immense vague qui se dresse à l'horizon de l'Afrique, pendant que nos dirigeants sont préoccupés essentiellement, pour la plupart d'entre eux, de la conservation de leur pouvoir. Ce sont des vagues immenses qui se dressent aux portes de l'Afrique. Rien que la vague de l'effondrement du dollar, elle sera plus puissante que celle qui a provoqué les dévaluations des années 90. Elle sera plus puissante que celle qui a provoqué les fameux plans d'ajustement structurel. L'Afrique doit de toute urgence procéder au sauvetage de ses économies, car la vague est en train d'arriver. Notez cette émission. Nous sommes le 18 juin 2024. Muni de mon chapeau rouge, de ma cravate rouge, de ma veste rouge, je suis venu demander de sauver la vie, représentée par le vert. Sauver l'espérance des peuples africains. Sortez l'Afrique des monnaies toxiques dépendantes du dollar et de l'euro. Rendez aux Africains leur droit de commercer librement avec le monde. Rendez l'Afrique aux monnaies nationales. Dirigeants africains. N'évaluez pas le risque à partir de vos comptes bancaires. N'évaluez pas le risque à partir de l'argent que vous avez planqué dans les paradis fiscaux. Évaluez le risque en termes de pays entiers incapables de nourrir des millions d'enfants, de jeunes gens, de femmes et d'hommes. Évaluez le risque en termes de situation de pénurie de produits de première nécessité. Évaluez le risque en termes de mouvements de population, de troubles sociopolitiques immenses générés par des émeutes de la faim. Évaluez le risque en termes de rébellion, d'aventures politiques désespérées partout dans le continent, le découpant en 1000 morceaux. Évaluez le risque en termes de catastrophe continentale. S'il vous plaît, dotons l'Afrique du nord au sud
de l'Est à l'Ouest, en passant par son centre, dotons l'Afrique de monnaie régionale et de monnaie nationale, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce message que je voulais lancer aujourd'hui. Et c'est la conclusion de mon analyse. L'Amérique vivait à crédit avec les richesses de la planète tout entière. Maintenant, c'est terminé. Ata mabeges joljong atara Yehova nyambe ukoli nilipem melobi sugong ye anyambe yon lipem jong Yehova melobi sugong ye anyambe yon lipem jong wow mabeges joljong anwet ukoli nilipem Melobi Sougon, Anyambe, Yonli Pemjan. Est-ce que vous avez donné l'émission à notre peuple? Donnez cette émission. Elle fait partie de mes témoignages pour la postérité. Je veux que tous en Afrique sachent, que les Africains savent qu'il y a une tornade, une tempête, une catastrophe monétaire qui arrive avec l'effondrement du dollar. Je veux que les peuples africains responsabilisent les dirigeants africains de ce qui va se passer. Que tout dirigeant qui n'aura pas protégé notre peuple soit sommé de rendre des comptes. Personne ne peut dire en Afrique, je ne savais pas que ça allait arriver. Moi, je suis philosophe de formation. Je suis un autodidacte en matière d'économie. Des économistes chevronnés disent ce que je vous ai dit, avec des arguments encore plus sophistiqués. Je me suis contenté de vous apporter les arguments fondamentaux de l'homme cultivé. Tout homme, toute femme cultivée, minimalement cultivée, savent que les Africains ne peuvent se protéger du tsunami du dollar, de la catastrophe du dollar, qu'en se dotant de monnaie nationale et en entrant dans le monde multipolaire. Personne ne peut dire aux Africains qu'on n'a pas vu cela venir. Voilà pourquoi nous sommes là, au cœur des Africains. Personne ne dira, nous ne savions pas. Nos peuples diront, c'est faux. Les serviteurs de notre peuple vous ont prévenu. Merci. Merci infiniment à chacune et à chacun d'entre vous. Merci d'assurer la plus large distribution à cette émission. C'est une émission de salut continental. C'est une émission de salut public. C'est une émission vitale pour des centaines de millions d'Africains. Il faut qu'ils sachent et qu'ils disent à leurs dirigeants que le dollar s'est définitivement effondré, que le tsunami, que la vague arrive, et que seuls les pays qui se sont dotés d'une monnaie nationale et qui ont commencé à négocier dans le cadre d'échanges avec des banques nationales, des puissances étrangères, détentrices de produits finis qui nous intéressent, seuls ceux qui sont entrés dans cette grande négociation commerciale du monde multipolaire